Bonsoir, le temps équinoxoir. Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau équinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Comme si rien ne s'était passé, les populations des régions nord-ouest et sud-ouest sont restées une fois de plus cloîtrées chez elles hier lundi. Et pour cause, le mot d'ordre Monday Ghost Town devait être respecté. Il a été 2 jours seulement après la fin du grand dialogue national convoqué à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre dernier. On est tenté de dire que rien n'a véritablement changé. Alors que le président Biya, dans son discours à la nation du 10 septembre dernier, parlait d'un grand dialogue national pour examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest, et l'une des principales recommandations de ces assises de Yaoundé reste ce statut spécial à accorder aux régions nord-ouest et sud-ouest, conformément à l'article 62, alinéa 2 de la loi fondamentale du Cameroun. Et qu'il en soit, c'est tout à l'heure à 20h, la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé, et tout de suite après, ce sera le temps du débrief. Tout de suite, et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Grand dialogue national, quelle perspective alors que les villes mortes se poursuivent? Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Triya Suebo. Triya, you're welcome. Thank you very much. Thank you very much for inviting me on air to talk about the present crisis eating the souls of our nation. How is the Ngoke Tunja divisions going? Ngoke Tunja is doing extremely well. Everything is moving correctly without any problem. So the dialogue is on the way and things are moving. Ok. En face de vous, José-Marie Lundo, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous attendez peut-être un commentaire. Non, on va parler tout à l'heure de la société civile, José-Marie Lundo. On a reçu plusieurs fois ici avant le grand dialogue national. Oui, vous savez que pour nous autres, c'était bienvenu. Oui. Nous avons demandé le grand dialogue. Nous avons demandé le dialogue national. Oui. Le président a ajouté. Grand dialogue national. Nous avons demandé l'apaisement. Oui. Nous avons demandé l'amnistie. Oui. Nous pensons qu'il faut aller le plus loin possible dans les concessions parce qu'il s'agit des Camerounais. Okay. Il faut absolument qu'on réorganise notre vie, notre mental, la convivialité, la confraternité, la fraternité. Okay. Et je pense qu'avec le débat, on va peut-être avancer. Justement. Avec des arguments beaucoup plus concrets pour montrer comment est-ce que nous pensons qu'on peut avancer dans cette affaire. Maître Emmanuel Pessi, bonsoir. Bonsoir. Bon retour, hein. Merci. Je suis très content d'être là. Vous étiez occupé, hein, le grand dialogue et tout ça, les délégations du littoral et tout ça. Oui, mais c'est le Premier ministre. Une très bonne chose. Oui. Je crois que... On a dit que c'était plein RDPC. Non, pas du tout. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui ont pensé? Non, c'est faux. Vous avez c'est faux? Oui, c'était faux. Il y avait le SDF? Oui, il y avait... le MRC? Le SDF avait été convoqué. Non, je dis la délégation littorale. Alors, je ne sais pas, il y avait 31 personnes au départ, et parmi ces 31 personnes, j'en connaissais que 15. Alors, quant à vous dire les autres, ceux qui sont, je pense quand même que... Et 15 que vous connaissiez, c'était le RDPC? Non, il y avait le gouverneur, il y avait Kindi, il y avait Kane Anissé, il y avait Limbilo. Enfin, il y avait des personnalités qui sont des personnalités qui ont donné leur opinion, et c'est ce qui est très important. Et d'ailleurs, le littoral a produit une contribution qui était assez révolutionnaire. Vous savez qui a été retenu, qu'on peut identifier dans le rapport. Par exemple, le fait de ne plus avoir le délégué. Ah, ça vient du littoral? Oui, on a demandé qu'il n'y ait plus de délégué du gouvernement. Ok. On a fait cette. Comment ça? Alors que le délégué Tonin faisait partie de la délégation. Il était assis non loin de moi. Lui-même, il était d'accord. Mais disons que ça ressortait d'une volonté au niveau de la décentralisation et de donner plus
de pouvoir aux locaux. Oui. Et c'était une bonne chose, et surtout pour apporter un accroissement au niveau de la démocratie camerounaise, qui était voulu par les Camerounais. Donc je pense quand même que les textes étaient assez révolutionnaires, et c'était de bonne loi, conduite par notre gouverneur, Veil Dibois, qui a fait un discours remarquable en anglais, déjà en très bon anglais. Et je dois dire ici que nous avons un Premier ministre qui est quelqu'un d'abord de patient, de très poli, c'est en plus un juriste, et en même temps c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la totalité de la population. Et si vous avez vu des gens qui sont venus, qui se sont retrouvés, je dois dire qu'il a mis même mes frères anglophones à l'aise. C'est-à-dire dans de très grands hôtels, dans de très bonnes conditions. Vous parlez là du grand dialogue. Oui, mais c'est-à-dire, puisque j'ai assisté quelques jours à Yaoundé, dès le départ, je crois que c'était cette volonté de réussir, d'autant plus que, vous allez voir, on en parlera tout à l'heure, le président de la République a driblé la totalité des Camerounais. On arrive. Et je crois que ça, c'est très content. Oui, Maître Pensier, on arrive. Permettez qu'on accueille Maître Désiré Sikati. Bonsoir, Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver sur votre plateau. Oui. Bon, je voudrais avec votre permission témoigner mes sentiments de fraternité à l'égard de ceux de mes camarades qui sont détenus, ainsi que ceux qui ont été libérés. Parce que voyez-vous, lorsque on rentre dans la politique et qu'on est obligé de contester un pouvoir dictatorial, c'est pas toujours facile de supporter un certain nombre de choses. Donc je voudrais remercier toute la grande famille du MRC, c'est-à-dire durant tout ce mouvement de résistance, tous les coups que nous avons pris, on a quand même constaté que les militants du MRC sont des gens assez courageux. Il y a la solidarité. Le MRC, c'est un peu comme une sorte d'armée où quand vous avez un camarade qui est au sol, il est du coup aidé par les autres camarades. Donc, à côté de ça aussi, je voudrais quand même dire que quelque part, on peut être déçu par ce sentiment d'hypocrisie qu'on voit souvent chez certains hommes politiques, surtout certains prétendus opposants. Parce que, voyez-vous, les Camerounais doivent le savoir, il y a malheureusement un certain nombre de leaders politiques de l'opposition qui donnaient l'impression d'être solidaires de la cause des militants du MRC, mais en réalité qui étaient contents, qui auraient même souhaité l'embastillement à vie. Pourquoi pas la condamnation à mort, surtout du professeur Camto. Ça, c'est des choses... Vous parlez là de l'opposition? Oui, non, pas toute l'opposition. Il y en a certains membres. Je ne vais pas citer les gens, mais ceux qui sont comportés comme ça, ils se reconnaissent parce que, voyez-vous, je ne parle pas au hasard. Depuis que notre parti est rentré dans ce mouvement de revendication pacifique, nous avons quand même eu à se frotter à beaucoup de hautes personnalités de l'opposition. Et je puis vous dire que très souvent, ce qui était déclaré en public n'est pas ce qui était pensé au fond du cœur. Et ça, les Camerounais doivent le savoir parce que souvent, ils se demandent comment ça se fait que dans un pays comme le Cameroun, on n'ait pas une opposition qui est capable de se mettre en rang serré. Voilà, donc je pense que le combat que le MRC est en train de mener, c'est un combat d'envergure nationale, c'est un combat d'intérêt national. Si jamais nous avons une véritable alternance qui garantisse que notre pays puisse décoller, être bien gouverné, je ne pense pas que ça profiterait seulement au MRC, ça va profiter à tout le monde, dont Maître Pensier aussi, qui est du RDPC. Donc il faudrait que nous reconnaissions aussi que le combat politique qu'on peut mener dans l'opposition, c'est un combat républicain. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on va forcément faire l'objet ou bien être considéré comme des gens qui doivent être criblés de balles. Le combat que nous faisons, c'est un combat national, c'est un combat républicain, c'est pour tout le monde. Si jamais nous arrivons aux affaires demain, il y a le RDPC qui au pouvoir aujourd'hui se retrouvera forcément dans l'opposition. Et je ne suis pas content que ses membres aimeraient qu'on leur fasse ce qu'ils font aujourd'hui à nos militants. Nous avons un certain nombre de militants qui sont encore détenus. Nous ne savons pas pour quelles raisons. Moi, j'étais convaincu qu'à partir du moment où M. Biya a pris la décision d'ordonner l'arrêt des poursuites, que ce serait systématique. Mais voyez-vous, il y a un certain nombre de militants, je pense environ 102, qui ont été libérés. Malheureusement, il y en a encore d'autres.
Voilà. Vous avez un chiffre? Oui, environ 90 qui sont encore en détention. Et si je dois prendre en compte ceux de mes camarades qui font encore l'objet de poursuites, bien qu'étant libres, je pense que ça peut amener à se poser des questions sur la véritable volonté du pouvoir de Yaoundé, voilà, de mettre sur pied... Maître Sikati, on va parler du plus emblématique d'entre eux, Mamadou Mota. Dites à vos camarades pourquoi il est encore en prison, Mamadou Mota. Bon, déjà, je ne peux pas expliquer pourquoi il est encore en prison. Moi, je me serais attendu à ce qu'il soit libéré de façon systématique comme les autres. Bon, maintenant, il s'avère que ceux qui l'ont embastillé considèrent que la condamnation dont il a fait l'objet pour une prétendue mutinerie, que c'est celle-là qui le maintiendrait en prison. Mais je pense quand même que si M. Biya a pris la résolution d'ordonner l'arrêt des poursuites, soi-disant, comme le disent les sympathisants du RDPC, pour des raisons de paix sociale, pour que cette paix-là soit effective, il faut quand même des réactions automatiques. Il ne faut pas mettre du juridisme dans un processus qu'on voudrait paisible. Donc, nous estimons que Mamadou Mota, encore détenu aujourd'hui, cela participe de l'arbitraire et ça semble en fait une sorte de négation, voilà, de la décision qui a été prise par M. Biya sur l'arrêt des poursuites. Oui. Et cela est d'autant plus vrai que lorsque vous lisez le communiqué qui a été publié par le secrétaire général de la présidence de la République, vous avez quand même l'impression qu'il y a des choses ajoutées qui n'étaient pas contenues dans le tweet de M. Biya. Voilà, donc je pense que Mamadou Mota, il doit être libéré spontanément. Et il en est de même aussi pour tous les autres camarades. Aujourd'hui, nous avions un autre procès concernant les militants du MRC qui se tenait devant le tribunal de Nkonsamba. Oui. Moi, personnellement, je m'attendais au même titre que tous les autres avocats qui sont membres du collectif de la défense à ce que le procureur de la République qui est en charge des poursuites prenne la parole et de façon assez élégante demande à Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, du tribunal de première instance de Nkonsamba d'arrêter les poursuites. Mais voyez-vous, ça n'a pas été le cas. C'est un peu comme s'il y a un certain nombre de personnes qui ont décidé de faire une véritable entourloupe à cette étude de M. Biya. Ok. Rapidement, je vous ai vu prendre beaucoup de notes, Maître Pensi. Oui. Rapidement, vous répondez, je crois, à Maître Sikati, puis on va enchaîner tout de suite avec je voudrais dire tout simplement que il y a une personne qui a connu l'ingratitude ici-bas. Cette personne s'appelait Jésus-Christ. Donc, on attendait au moins du MRC qui remercie le chef d'État, celui qui a été élu, parce que si le MRC ne considérait pas le président Biya comme un président élu, il n'aurait pas accepté qu'on leur applique la décision du président de faire arrêter les poursuites devant les militaires, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 4 du Code militaire. Pour le reste, s'agissant de Mota, je voulais dire que je pense que concernant tous ces problèmes qui concernaient sa présentation devant le tribunal militaire, il devait être libéré. Mais il y a une procédure qui concerne tout simplement tout ce qui s'est passé au niveau de la prison de Kondengui, qui sont des infractions, qui sont des conventions, qui sont autonomes. Et je voudrais dire également, s'agissant de ceux qui sont en Nkonsamba, qu'il faut faire très attention. C'est pas en Nkonsamba, je ne suis pas certain que c'était de la juridiction militaire, sauf si je me trompe. Si ce n'est pas la juridiction militaire, c'est l'article 64 du Code pénal qui permet au procureur général de prendre des réquisitions sur instruction du garde des Sceaux. Et je crois quand même que si ceux qui ont commis des infractions, ou bien qui étaient poursuivis pour des infractions plus graves, ont été libérés, on devrait, en respectant les règles de procédure, faire en sorte que cela sorte après avoir respecté les dispositions de l'article 64. Je crois que c'est ça la différence. Il ne faudrait pas, et je voudrais vraiment dire, parce que je sais que Sikati, c'est un excellent avocat, on ne fait pas ce genre de truc n'importe comment. Le truc du président concernait tous ceux qui étaient poursuivis devant les juridictions militaires. Les autres qui étaient devant les juridictions correctionnelles, ce n'est pas automatique. Donc, ça va se faire. Et je souhaite vraiment que ça se fasse. Cela dit en passant. Mais pour le commun des mortels, l'homme la Dorsay, il pense que c'est du 2 poids 2 mesures. Non, c'est pour ça que je vous dis que c'est le respect de la procédure, les règles de procédure. Donc tout est entre les mains, repose entre les mains du ministre d'État, garde des Sceaux. Je crois qu'un certain nombre de personnes sont sorties à Douala s'agissant du tribunal des juridictions militaires. Oui. Mais sur le reste,
le garde des Sceaux, et c'est comme ça que ça se passe. Oui. C'est une affaire. C'est lui qui a le dernier mot pour après avoir saisi la hiérarchie. Oui, parce qu'en fin de compte, il va dire, bon, il y a aussi ceux qui étaient poursuivis par le MRC, mais ils sont pas concernés par le d'être un peu patient. Oui, et je pense que ça va se faire dans les prochains jours. Okay. Et moi-même, je souhaite que ça se calme. Okay. Et ça ne ferait du mal à personne qu'on puisse dire merci. Parce que merci, mais même Jésus-Christ n'a pas eu de merci, mais il a pardonné. Et le président Biya a eu suffisamment de hauteur pour pouvoir libérer, parce que je dois vous le dire, moi j'étais à Yaoundé, qu'il y a même des membres du gouvernement qui sont étonnés, qui avaient des positions qui étaient beaucoup plus fermes. D'autres pensaient même que... Vous parlez de manière triviale, Paul Biya a dribblé même dans... Il a dribblé tout le monde. Et ça par rapport au 333 par rapport à tout le monde. On s'attendait, on s'est dit, lorsqu'il a fait en ce qui concernait les séparatistes, etc., qui ont commis des crimes odieux. Et il ne l'a pas fait comme le reste. Je vous rappelle que concernant le Fax, il y a eu la signature entre le leader des Fax et de l'autre côté, le président Santos. Or, le président Biya, voyant cette situation-là, a pris cette initiative personnelle, sans demander quoi à qui que ce soit, sans pression extérieure. Personne ne lui a demandé. Et ce tempo-là, en le faisant, a déclenché au niveau du dialogue un apaisement qui a fait plaisir à tout le monde. Il fallait voir le cardinal Toumi, il fallait voir la tête des anglophones qui étaient là, il fallait voir ceux qui sont sortis des guerres, qui sont venus à Yaoundé. Et le président a porté les stockades en arrêtant les poursuites pour le MRC et les alliés. Ça découlait de soi parce que le MRC n'a tué personne. Okay. Et les infractions étaient moindres. Oui. Et moi, politiquement parlant, pour une vision politique, pour la paix au Cameroun, il fallait le faire. Oui, Serge Alain, si je peux me permettre de dire deux petites choses à la suite. Oui, rapidement, parce que... Oui, vraiment, en quelques secondes. Oui, vraiment. Mais il faut quand même se rappeler que le contexte dans lequel les militants du MRC ont été libérés, c'est un contexte qui est connu. Nous avons souvent dit sur vos plateaux que le Cameroun est partisan à un certain nombre d'engagements internationaux et on a très bien vu qu'il y avait au sein de la communauté internationale certaines parties qui étaient garantes de l'application de ces engagements internationaux qui ont amené le régime de M. Biya à comprendre qu'on ne peut pas passer des engagements sur le respect des libertés politiques, des droits de l'homme et venir les remettre en cause sur le plan national. On sait très bien, je ne vais pas parler de pression, mais on sait très bien que ce soit l'Union africaine, le Parlement européen, le Congrès américain, les organisations internationales et nationales de la société civile, toutes ces entités ont rappelé au régime de M. Biya qu'il fallait respecter les engagements internationaux. À côté de cela, on a quand même vu que malgré l'embastillement des leaders et plusieurs militants du MRC, ceux qui étaient libres ne sont pas restés les bras tranquilles. Et en plus de ça, quand vous voyez la détermination de tous mes camarades qui étaient en prison, vous compreniez qu'ils étaient convaincus d'être embastillés pour rien du tout. Quand moi j'écoute M. Pensi, j'ai l'impression qu'on se retrouve en face d'une situation où quelqu'un vous fait arrêter pour rien du tout, il vous garde en prison sans aucune raison. Un jour, il vous demande, il décide de vous libérer et vous devez l'acclamer comme votre Dieu. Moi, je ne suis pas sûr. M. Pensi, tout à l'heure, il me disait qu'il a garé sa voiture. S'il sort, il voit quelqu'un voler sa voiture et la personne... Non, personne n'a volé. Je vais 30 secondes dire que c'est sa voiture. J'ai fini. Il n'y a pas une bipolarisation. Oui, je dis si quelqu'un vous vole quelque chose, il est plus fort que vous, il décide de retenir votre chose pendant 1 an. Le jour où vous remettez cette chose-là, vous ne le considérez pas comme votre Dieu. Personne n'a estimons tout simplement. C'est pour comprendre, pour lui expliquer que même si c'était des engagements internationaux, le tribunal militaire aurait pu se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la juridiction correctionnelle pour pouvoir appliquer les dispositions de la loi. Donc, en prenant cette décision-là, le président de la République a fait en sorte qu'il y ait l'arrêt des poursuites et on n'est pas allé dans des procédures. Donc, il ne faut pas vouloir tirer les choses. Et ça, je dois dire une chose. Tous les journaux, alors que nous sommes en train de faire la paix, qui écrivent que c'est les pressions internationales, et ce que vous faites, ce n'est pas bon. Non. Et ne reprenez pas. Vous n'allez pas. Je vous déconseille d'aller marcher demain. Non, écoutez, merci. Vous n'allez pas être mon enquêteur de conscience. Maître donc ça sert à rien de rentrer dans les faux débats. Tia Sibou, 333 personnes libérées dans le cadre de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest, avant la fin même du grand dialogue national. Comment comprendre que lundi, hier,
qu'il y a encore eu l'événement. Alors, comprenez déjà que jusqu'à 333 détenus anglophones libérés, c'est un... J'ai fait mon petit calcul, depuis le 30 août 2017, il y a eu 42, le 13 décembre 2018, il y a eu 289, et il y a quelques jours, ça fait en tout 664 déjà libérés. C'est ça. Alors, vous devez retenir que une crise qui a duré pendant 3 ans et 4 années bientôt ne peut pas tout d'un coup s'arrêter comme ça. Ce n'est pas le fait de libérer 1000 personnes ou 2000 personnes ou totalement toutes les personnes détenues dans le cadre de cette crise-là qui va faire à ce que la crise s'arrête du jour au lendemain. Nous devons prendre l'exemple avec la Centrafrique qui a connu presque la même crise. Nous devons essayer de regarder autour de nous les autres pays qui ont connu les mêmes problèmes, qui peinent aujourd'hui à sortir de cette crise. Vous savez, il est parfois très facile de commencer un problème, mais la fin est parfois très compliquée. Mais une chose que nous tous, les Camerounais, nous devons quand même se contenter dessus, c'est quand même le fait qu'à la fin, nous nous retrouvons autour d'une table, on se regarde enfin comme des enfants d'une même nation et on essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé entre nous et comment est-ce qu'on peut mettre fin à cette crise-là. Moi, je peux déjà vous dire que, surtout particulièrement pour la crise anglophone, vous ne pouvez pas imaginer le dégât humain et matériel que cela a causé, plus particulièrement dans mon département. Vous ne pouvez pas imaginer les ambitions des hommes d'affaires, les ambitions des hommes politiques, les ambitions des autorités administratives traditionnelles qu'ils avaient pour ces deux régions qui sont quasiment dans la poubelle aujourd'hui à cause de cette crise. Mais je vais déjà une fois de plus apprécier l'honnêteté et la sincérité que mes deux aînés, Maître Sikati et Maître Pensi, à côté de moi, essayent d'exprimer, parce que à la fin, c'est ce que nous cherchions ici au Cameroun, c'est ce que nous cherchons. Si Maître Pensi, qui est du RDPC, et Maître Sikati, qui est du MRC, peut se regarder droit dans les yeux et dire des vérités comme ils se disent. Vous avez vu, Maître Sikati a reconnu un certain nombre de choses que Maître Pensi a dit et vice-versa. C'est en principe ce qui est important. Mais une chose que tous les Camerounais, y compris moi, demandent aujourd'hui, comme a si bien dit Maître Sikati, c'est la libération de tout le monde. Je ne vais pas vous le cacher, même Maître Pensi ne dira pas le contraire. Il faut libérer tout le monde parce que si il faut pardonner, il faut pardonner. Le président de la République, M. Paul Biya, a montré une fois de plus que lui, il a été élu par des Camerounais et il a de l'ambition à gérer ce pays-ci et il voudrait laisser un pays en paix que lui, il a trouvé en paix. C'est donc le pourquoi vous avez vu Maître Pensi une fois de plus, excusez, à dire ici que le MRC n'avait tué personne. Ils ont été pardonnés, mais il y en a qui ont eu à tuer, qui sont pardonnés. À la fin, il s'agit de la patrie. À la fin, il faut défendre le vert rouge jaune. C'est un pays où il faut défendre toute son intégrité, que ce soit territorial ou tous ses biens et ses hommes, y compris ses fils, y compris ses filles. Donc voilà ce qui m'intéresse sur ce plateau. Ok. Joseph-Marie Lundu, le président, une fois de plus, je parlais des 42 dont les premières libérations, parmi lesquelles Aborbala, Maître Barista Aborbala, il y a eu les 289 en décembre 2018 et il y a quelques jours, les 333. On a comme l'impression, d'un côté ça bouge, de l'autre côté, il y a ces villes mortes qui perdurent. Comment analyser tout ça? Je voudrais dire ici que notre rôle, c'est d'informer, de dire les choses telles qu'elles sont, dans le but d'apaiser notre pays. Le Cameroun est dans une posture extrêmement difficile depuis près d'une décennie aujourd'hui. C'est la guerre contre Boko Haram, c'est la guerre d'un pays frère, sœur, d'une république sœur qui perturbe la région de l'Est, c'est
l'insécurité et le conflit armé depuis 3 ans dans les régions anglophones, d'expression anglaise, je préfère le dire. À l'intérieur, c'est la crise post-électorale. Je crois que ça en est trop pour un seul petit peuple. Et les hommes politiques doivent prendre cela au sérieux. C'est bien pour cela que mon sentiment était, pour le professeur Maurice Kamto, que je connais personnellement, j'avais pensé, et ça c'était mon sentiment, que lorsqu'il a défendu l'idée du dialogue pendant un certain nombre d'années, lorsque M. Biya, M. le Président de la République, a parlé du dialogue, je pensais qu'il allait se dire, voilà mon idée qui est mise sur la place. J'envoie mon équipe me représenter au Palais des Congrès. Je ne suis pas indispensable, même si elle reste en prison. Ce n'est pas pour dire qu'il a tort. C'est une attitude de dialogue et d'apaisement. Parce qu'il faut savoir que nous sommes des Africains. Et un Africain ne refuse jamais la main tendue. N'oublions pas que nous sommes des Africains. N'oublions pas que le Cameroun est persécuté. Et que cette persécution n'est pas seulement interne. Vous avez suivi le discours du président. Il a dit qu'il y a des gens, apparemment, qui sont les amis du Cameroun, mais qui hébergent des gens qui perturbent le pays, collectent de l'argent alors qu'ils ne sont même pas de nationalité camerounaise. Donc, il faut qu'on fasse comprendre ces hommes politiques. Il y a un niveau où, comme l'a dit mon frère là, où la patrie doit prendre le dessus sur les joutes politiques. Rappelez-vous, la grande Amérique, lorsque Barack Obama s'était retrouvé face lors de son premier mandat, lorsque la crise des subprimes est intervenue aux États-Unis, 2008, fin 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux candidats se sont arrêtés. On a dit à Bush, tu règles les problèmes avant qu'on ne reparte pour une campagne. Il faut le savoir. Le pays peut basculer dans une horreur indescriptible. La Somalie était un pays. La Somalie fut un pays. Le président s'appelait Siad Barre à l'époque. Aujourd'hui, c'est un tas de grabats. Regardez la Syrie. Et regardez le monde. Regardez le petit Cameroun. Regardez la jeunesse camerounaise. J'ai oublié le tribalisme qui a installé son lit au pays. Et tout cela constitue des ingrédients mortels pour une petite république comme la nôtre, qui n'a pas les moyens financiers parce que la crise économique s'est installée également. La crise des devises, c'est notre pays. Je me demande même comment ce pays fait pour tenir debout, pour payer des fonctionnaires. Je pense et je demande sincèrement à mes amis, à mes frères, les hommes politiques, je pense que l'heure est à l'apaisement. Il faut aller vers l'apaisement. Et l'apaisement, c'est quoi? Il y a un programme. D'abord, moi, je voudrais féliciter le dialogue. Moi, je n'y étais pas. Pourtant, j'étais l'un des grands défenseurs du dialogue. Je n'y étais pas. Mais je pense que les Camerounais qui étaient là, ils sont allés parce qu'ils aiment le Cameroun. Et je leur fais confiance. Il est indispensable. Ils ont sorti des recommandations. Ces recommandations, il faut mettre en place le monitoring. Il faut que les Camerounais, ceux qui étaient là-bas, qu'on ne fasse pas comme en 91, lorsque la tripartite est passée, chacun a pris son chemin, a été maire, a été député, a été ministre. Ils ont oublié qu'il y avait des obligations institutionnelles qu'eux-mêmes avaient assignées à l'État du Cameroun. C'est bien que c'est 5 ans plus tard qu'une constitution bancale va paraître avec des dispositions qui n'ont jamais été appliquées, hein, et que les régionales on entend d'en parler depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc il est question que, si on est sérieux, que l'on constitue cette équipe de monitoring pour que les pressions, il y a des gens qui sont spécialistes des pressions, hein, notre ami M. Kati l'a dit, le MRC est capable de faire une pression. Les Camerounais sont capables de faire une pression. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de pression. Le président a eu une pression. Et c'est normal qu'on ait une pression. Pourquoi en fait on croit qu'une pression est une mauvaise chose? Parce que quand vous êtes dans votre maison, vous êtes pour avoir la pression de vos enfants, de votre femme, de qui que ce soit. Et c'est vrai que le président aurait pu résister comme un Mobutu par exemple. Ou bien c'est un chef d'État qui avait dit « je n'avance pas, vous faites comme je veux ». Donc il y a une partie de la pression,
Mais il y a une partie qu'on doit donner au président. Oui. C'est-à-dire qu'il a cédé, il a écouté, et c'est bien d'écouter, il a entendu, il l'a dit d'ailleurs, que j'ai reçu tant de personnes. Il expliquait d'ailleurs que j'ai eu une pression. C'est ce qu'il était en train d'expliquer. Je pense qu'il ne dira pas ça autrement. Donc, aujourd'hui, pourquoi ça continue à courir dans le nord et le sud-ouest? Il a magnifiquement répondu. Mais il y a un autre enjeu. L'enjeu stratégique. Cette pression-là doit nous amener à ne pas baisser la garde. Ce qui se passe dans le nord et le sud-ouest là est fait et structuré stratégiquement. Il y a des leaders, parce que je n'ose pas croire que ceux qui étaient au dialogue n'étaient pas représentatifs. Je n'ose pas le croire. Je pense que nous avons eu les Toumi, nous avons eu les Frundi, nous avons eu un certain nombre de leaders anglophones qui étaient là et qui ont une certaine maturité, que l'on connaît, qui ont un certain charisme. Mais il y a une autre partie, parce qu'ici, il faut le savoir, il y a les extrémistes. Et ces extrémistes-là, il faut maintenant mettre en place le second round. Le second round, parce que vous savez que les négociations se jouent en round. Non. Ils ont été évités au dialogue. Vous avez on peut même faire 2, 3, 4, 10 rounds de négociations. C'est-à-dire qu'on a posé le cadre global. Maintenant, dans les détails, il faut donc se demander, qu'est-ce qui ne marche pas? Tous les chefs traditionnels étaient là. Ils n'ont donc pas la capacité de les contenir. On leur donne le rôle. Hein? Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Second round, il faut trouver qui sont les gens qui tiennent les rênes de la violence dans la... Il faut les retrouver. Et lorsqu'on les aura retrouvés, il faudra négocier avec eux. Mais en même temps, si il est acquis que la question des 2 régions spéciales est importante et que c'est accepté d'ailleurs par ceux-là, alors vous verrez que la décrispation va se faire progressivement. Moi, je pense qu'il y aura des crispations. Et l'essentiel était d'abord qu'on s'asseye et qu'on se regarde dans les yeux. M. Sikati, à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ça au sortir du grand dialogue, que les armes continuent de crépiter là-bas et que les villes montent? C'est un peu comme s'il n'y avait rien eu à Yaoundé la semaine dernière. Bon, déjà, puisque vous parlez du grand dialogue, je voudrais quand même attirer l'attention de M. Elundou sur le fait que on ne peut pas, vous ne pouvez pas demander à un chanteur de venir chanter devant 50 000 personnes, en même temps le priver de micro. Voilà, donc si le chef de l'État ou bien le Premier ministre avait vraiment voulu que le MRC participe, il aurait fallu que son leader, son porte-étendard, son porte-voix, que celui qui porte le message du MRC. Autrement dit, ça devient un peu comme la roublardise. Maintenant, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, le grand dialogue s'est tenu. Déjà, il faudrait se rappeler que tout Camerounais normal et patriote ne peut pas supporter de voir son pays en déliquescence. Ça, nous le savons tous. Il n'y a pas un seul Camerounais qui est content. Moi, j'ai vu les dernières images qui m'ont pratiquement stomaqué dans le cadre de cette crise anglophone. Ce sont les images de cette gardienne de prison qui a été décapitée après avoir subi vraiment des atrocités. Donc, je voudrais dire que le sentiment qui m'anime maintenant à propos des souffrances qui ont été imposées à cette dame-là, je ne doute pas un seul instant que ce soit le même sentiment qui anime la quasi-totalité des Camerounais, peut-être hormis ces bourreaux, ceux qui ont posé ce acte-là. Maintenant, il faut aussi être capable de se poser souvent les vraies questions. C'est-à-dire, comment devons-nous faire pour apporter une solution viable à cette crise-là? Voilà, tout à l'heure, on s'est demandé, j'ai entendu M. Elundou se poser la question de savoir, peut-être c'est M. Pensi, comment ça se fait que les chefs traditionnels ne parviennent pas à ramener ces jeunes... qui disent connaître, hein? Mais il faut aussi se souvenir, il faut plutôt vous poser la question de savoir, est-ce que le régime de Yaoundé écoute les chefs traditionnels? Moi, j'ai lu les résolutions qui ont été prises par les chefs traditionnels du département du Fako, dans le sud-ouest, avant le grand dialogue. Avant le grand dialogue. Parmi ces résolutions-là, ils ont bien dit que la demande fondamentale des anglophones modérés, et même de ceux qui sont en brousse, ils ont parlé de leurs enfants qui sont en brousse, que c'est les messages que ces enfants-là leur ont transmis, c'était que le Cameroun soit un État fédéral, qui ait un système d'alternance politique, qui garantisse à tout le monde une certaine visibilité sur l'avenir politique et du Cameroun. Voilà, bon, maintenant, il faut se poser la question de savoir si, est-ce que le grand dialogue tel qu'il a été mené, l'a été dans un cadre qui garantisse qu'on aboutisse à un résultat qui soit de nature à conférer la confiance à tout le monde. Dès le départ, on a très bien vu, d'ailleurs, il y a certains cadres du RDPC qui l'ont décrit, et on a très bien vu que c'était le grand mess du RDPC.
Voilà, donc on a bien vu que les délégations régionales qui allaient préparer le grand dialogue national étaient pratiquement des délégations qui étaient constituées en grande partie, je dirais même à 99%, des représentants du RDPC. Maître Pensy ne me démentirait pas parce qu'il sait très bien. Moi, je peux vous donner la liste de ceux qui sont allés représenter la région du littoral, la région de l'Ouest. Vous verrez très bien que 99% sont du RDPC. Lorsque j'ai lu le rapport final de ce grand dialogue national, il y a un passage qui m'a quand même surpris, où il est dit que les gouverneurs des régions se sont engagés avec les habitants de leurs unités de commandement pour évaluer les voies de sortie de crise. C'est écrit là. Mais moi, je me pose la question de savoir, nous sommes ici à Douala, dans le littoral. Dites-moi à quel moment est-ce que la population de Douala a été consultée sur la question de savoir quelles sont ses aspirations, quelles sont ses propositions pour la résolution de la crise anglophone. Donc moi je dis, il n'est pas possible de bâtir quelque chose de solide sur du mensonge. C'est ça le véritable problème. Parce que le dialogue, le principe du dialogue, il est bon. Nous l'avons tous réclamé. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que le MRC est parmi les pionniers, a dit à haute et intelligible voix que le dialogue est la seule modalité par laquelle nous pourrions régler cette crise-là. Nous l'avons dit. Bon, à la fin, M. Biya, il a accepté le principe du dialogue, il a annoncé le dialogue, mais on a bien vu que ce dialogue ressemblait un peu à une sorte de trompe-l'œil. Voilà, donc, et aujourd'hui, quand vous voyez les commentaires qui sont faits, d'ailleurs, je suis étonné et pas surpris de voir que jusqu'à la date d'aujourd'hui, les chefs traditionnels de la région du nord-ouest et du sud-ouest, ils peinent à témoigner leur satisfaction par rapport aux travaux de ce grand dialogue national. Donc, et il faut vous rappeler d'ailleurs que la quasi-totalité de ces chefs-là sont membres du RDPC. Il faut également, oui, mais il faut le dire, Maître Pensy, c'est pas faux, vous savez très bien que c'est pas faux, ils sont membres du RDPC. Donc, à partir du moment où quelque chose a été construit sur des bases qui sont pas les bonnes, ne vous attendez pas à des bons résultats. Maintenant, on peut aussi considérer que c'était un premier pas. Oui. Un premier pas où le régime a peut-être voulu expérimenter un peu l'attitude de son adversaire par une sorte de roublardise et que ce n'est pas en train de marcher. À partir de ce moment, il faut se raviser et prendre les décisions idoines. Moi, j'ai du mal à comprendre comment... Jean-Marie Lundu pense qu'il faut un autre dialogue. Oui, disons que tout simplement que moi, le principe, c'est la bonne foi. Oui. Moi, j'ai eu à le dire plusieurs fois. C'est qui sert de fondation intangible d'un dialogue, c'est la bonne foi des acteurs du dialogue. Si vous allez à un dialogue avec un sentiment de tromper votre adversaire dans tout l'autre, ça ne va pas marcher, parce que votre adversaire, il n'est pas bête. Moi, j'ai du mal à comprendre. On sait très bien qu'aujourd'hui, le principal adversaire du régime de Yaoundé dans cette crise anglophone, l'adversaire le plus violent, ce sont des forces séparatistes, ce sont des indépendantistes. Mais comment pouvez-vous imaginer un seul instant qu'ils adhèrent au résultat du grand dialogue national alors qu'ils ont bien dit dès le départ qu'ils ne seront pas partis à ce dialogue? Mais il faut pas rêver. Donc, ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, il est question de revoir. Et c'est la raison pour laquelle moi, je pense que même au sein du RDPC, il y a des visionnaires. Il y a des gens qui sont dans une conception progressiste de l'évolution de notre société. Quand j'ai écouté le sultan Bombo Dioya parler, je pense qu'il a dit exactement ce qu'il faudrait faire pour que ce pays connaisse un certain calme, une certaine paix. Oui. Voilà, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de gens, dont moi d'ailleurs, qui pensent que monsieur Biya, aujourd'hui, n'est plus un gage d'avenir pour notre pays. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est lui le problème. Et ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de Camerounais ne croient plus en des engagements qui sont passés sous ses auspices. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut aussi qu'à Yaoundé, à un certain moment, on comprenne que si on a un problème, il faut comprendre qu'on devrait se mettre de côté pour sauvegarder l'intérêt général du Cameroun, l'intérêt supérieur de l'État. Maître Pensy. Oui. C'est Paul Biya le problème, selon Maître Sikati. Je crois que Maître Sikati aurait bien fait de venir au grand dialogue, parce qu'il aurait eu un autre langage, parce que ce n'est pas ce qui ressort. Malheureusement, il est encore dans, j'allais dire, une rhétorique qui ne correspond pas au lendemain de ce que nous voulons du Cameroun, un pays de paix. Parce que moi, j'ai retenu des mots qu'il utilise qui me choquent un peu. Ces mots, c'est quoi? Roublardise, entourloupe, tromperie. Dans quoi? Je crois tout simplement qu'il lit avec un prisme déformant en parlant toujours de combat.
Non, c'est pas le combat. Vous avez parlé de combat. Vos leaders a parlé de combat. Le combat n'a pas cessé. Combattre qui? Quelqu'un, alors que vous êtes poursuivi, conformément aux dispositions des textes. Excusez-moi. Combat d'idées, non? Non, combat d'idées, il attend. Il y a les élections qui vont arriver. Non, je vais parler de les ça. Élections législatives. Je dis qu'il existait ce que j'appelle les extrémistes de tous bords. Parce qu'il y a également des extrémistes chez vous. Il y a les extrémistes partout. Les extrémistes voudraient continuer à combattre alors que au niveau républicain, quand on va voir aux élections, ce n'est pas un combat. Vous allez proposer aux populations, vous faites une offre et les gens vont vous élire. Et c'est cette offre-là qui fera en sorte que ce sont les électeurs et les Camerounais qui vont décider de qui demain sera maire, de qui aura des fonctions au niveau régional. Donc vous faites votre offre. Puisque maintenant, il est acquis et puisque vous avez enfin accepté que celui qui est élu, puisque en acceptant de sortir, ça veut dire que vous acceptez implicitement, mais avec énormément de clarté, que game is over en ce qui concerne cette histoire. On était déjà dehors avant. Et ce que je voudrais vous dire, et je voudrais demander à Sikati d'avoir un autre langage, parce que son langage ne sied pas avec ce que nous voulons. Nous, on cherche maintenant la paix, et c'est ce qu'a demandé le président. Nous-mêmes, on veut la paix. Non, je dis, il faut avoir une vision. On connaît les vraies bases de la paix. Non, il n'y a aucune roublardise dans la vision. Et moi, je voudrais dire à Elundu qu'effectivement, le président de la République a eu beaucoup de personnes qui lui ont parlé. Il faudrait être sourd et muet de ne pas voir quel est le contexte international et de faire l'analyse politique de quelqu'un qui a autant d'expérience. Et avec son expérience, il a raisonné et il a regardé la vision d'avenir parce qu'il aurait pu interrompre la carrière, faire en sorte que la carrière de Kamto soit finie. On parle de la crise anglophone. Supposons, non. Je parle de vous. Supposons qu'il y a une décision, quelle que soit la juridiction, le tribunal militaire se déclare incompétent, on renvoie devant le tribunal correctionnel qui condamne et qui dit il est inéligible, sa carrière est terminée. Or, il a recentré Kamto en disant vous pouvez repartir et maintenant rentrer, j'allais dire, pas le droit chemin si vous voulez, puisque vous n'aimez pas les termes religieux, faire en sorte que vous rentrez dans le jeu politique qui consiste tout simplement à avoir des élections. Donc c'est pour ça que je voulais vous inviter, vous, le MRC, d'accepter le fait que nous recherchons la paix. Nous voulons que, au niveau des élections, qu'elles soient libres et transparentes. Les modifications, elles doivent se faire. Et si vous avez parlé du sultan Momo Dua, ne pensez pas une seule seconde qu'il n'ait pas parlé à son ami. Quand il parle, il a 82 ans. Le président en a 86. Et ils se connaissent depuis les années 50. Et je peux même vous faire une confidence. Lorsqu'à Paris, à cette époque-là, il a fait admettre, il y avait une réunion des fils de chefs de roi, on n'a pas voulu prendre le président Biya, il a demandé qu'on l'admette dans la réunion. Ce sont des vieux amis qui communiquent entre eux. Et quand il parle de l'alternance, il parle pour le futur. Quand il parle des 5 ans une fois, il parle d'une résolution qui avait été prise au niveau de la tripartite. Donc, c'est une vision d'avenir qui ne s'adresse pas au président Biya, puisque je ne pense pas qu'il va encore demander un autre mandat. On disait la même chose. Hein. En 91, c'était la même chose. Je pense c'était ça personnellement qu'à son âge, il va passer 7 ans. Mais il faut qu'il le dise clairement. Excusez-moi, quand il va passer, à ce moment-là, il aura plus de 90 ans, 93. Je ne le vois pas finir comme Mugabe. Donc c'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent et le président va vous surprendre, comme il nous a surpris tous, en nous donnant des instructions pour qu'on libère Kamto et tous les gens du MRC. Et je peux vous dire que je suis très content que ces personnes-là soient dehors. Je souhaite que tout le monde soit dehors et libéré. Je souhaite même mieux une amnistie et le fond, plusieurs personnes, notamment en ce que les petits gars qui ont volé les portables à Avenue de l'Indépendance, etc., d'autres personnes qui sont en prison, une large amnistie très intéressante sera de nature à ramener encore plus de paix, et que d'autres personnes qui sont arrêtées, notamment la complicité intellectuelle s'agissant de Marafa, ou bien également Mebara, dont on n'a pas pu apporter la preuve, ou bien
mon ami qui était directeur général de la CRTV, Vamouké, dont on n'arrive pas à apporter la preuve qu'il a fait quelque chose, et dont le président connaît la probité que ces personnes également soient dehors, ainsi que beaucoup d'autres. Donc, nous voulons la paix. Justement, sur ce qui se passe, les 333 personnes libérées n'ont pas pu influer sur les idées que les séparatistes ont. Alors, mais veulent certaines personnes veulent voir libérer certaines personnes pour que les choses se calment. Alors, je vais déjà dire que j'ai peur d'assister à une plaidoirie des avocats, parce que lorsque Maître Sikati comme Maître Pensi prend la parole, ils oublient carrément que moi et M. Elundu, nous existons. Pensez quand même que nous sommes autour d'un plateau de télévision et il faut partager des idées pour des Camerounais, des milliers de Camerounais qui nous suivent en ce moment. Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur Otou, que 333 personnes ne peut pas du coup résoudre la crise anglophone qui est en cours en ce moment. Ok, bon, on va donc revenir à la deuxième partie. Madame, monsieur, bonsoir Nadine Yambou, au menu du 20h ce soir. Nadine, bonsoir. Du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, les populations subissent toujours des représailles des groupes rebelles. Donc au journal de 20h, nous allons voir l'ambiance qui a prévalu durant la journée d'hier dans quelques villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Nous parlerons également de cette participation du Paul Biya à la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le tuberculose ainsi que le paludisme à Paris. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour le débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place au journal de Nadine Yambou. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Treya Suebou, Maître Emmanuel Pensi est également là, et Joseph-Marie Elundu et Maître Désiré Sikati. Dites-moi, Maître Emmanuel Pensi, le président de la République est depuis quelques heures en Hexagone pour 2 jours, le 9 et 10, il va participer à la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Est-ce que ce séjour ne va pas ressembler au précédent? Le précédent, c'est lequel? Ça, c'est déjà quelque chose de très important parce qu'à une époque... Est-ce que le président va dormir calmement en France? C'est ça ma question. Le président n'a aucun problème. Il y a quelques agités qui, à Genève, sont allés avec des vuvuzelas faire les imbéciles. Je pense qu'ils ne seront pas même de le faire en France. C'est quand même le président accompagné de son épouse, dont vous savez le rôle très important qu'elle joue pour soigner les Camerounais et les malades, et le rôle social qu'elle joue, et que le président a été invité par le président Macron, dont on disait que celui-ci ne voulait pas le voir. Ça, c'est également les grandes retombées du grand dialogue national, d'autant plus que vous avez dû le lire, le Quai d'Orsay a envoyé également, a écrit de très bonnes choses sur tout ce qui s'est passé au Cameroun, comme le président de l'Union africaine, comme les États-Unis et d'autres personnes qui ont vraiment dit que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, le Bénin a pris le pas sur le Cameroun pour également convoquer un autre dialogue, la politique. Et je crois que ce sont des bonnes retombées auxquelles j'inviterai tous les partis. Donc le président va être tranquille à Paris et je ne pense pas, oui à Lyon, mais je ne pense pas que il y aura un certain nombre de mouvements sans tête de quelques écervelés
qui vont aller l'attaquer à Lyon, alors qu'on est en train de parler. Moi, je les appelle les cervelés. Parce que franchement, quand vous êtes très intelligent, vous n'allez pas vous attaquer à un chef d'État à l'étranger. D'ailleurs, c'est sans précédent. C'est-à-dire, les Camerounais font ce que je n'ai jamais vu. Vous avez votre chef d'État qui se trouve à l'étranger, vous allez à l'étranger pour l'attaquer, dire des imbécilités. On a même vu des filles se déshabiller. Et quand vous voyez les gens qui le font, vous les voyez à Paris, franchement, vous les appelez des diaspora, mais c'est souvent des personnes que personne ne voit. Donc, ce sont des gens, je me demande même comment on doit leur donner le visa. Donc, c'est ça aussi. Il y a des gens qui sont sérieux, qui demandent le visa, on ne leur donne pas. Mais vous avez tous ces gens-là qui vont à Paris, qui ne servent à rien, et qui sont fâchés, qui ne peuvent rien faire ici dans leur pays. Il y a des gens qui sont en France, je vous dis depuis 30 ans, 40 ans, qui ne font rien, qui à peine dorment dans les hôtels à 20 €. Tous les jours, ils sont en train de chercher de l'argent pour essayer de manger dans des restaurants dans le 17e, où on leur donne un peu à boire. Lorsque vous venez du Cameroun, ils sont là pour vous donner de l'argent. C'est ça qu'on appelle la diaspora. Moi, j'ai vu une diaspora responsable venir des États-Unis, venir de l'Angleterre, venir partout. Ils ont même cotisé et remis de l'argent en disant que nous voulons que ça fonctionne et que ça marche. Et sur le rôle qui était très important, en disant que le président de la République a demandé que ce problème a parlé de la double nationalité. Or, ça rapporte beaucoup d'argent. Or, pourquoi on ne le fait pas? Je me souviens que Joshua aussi avait déposé ce projet qui n'a pas fonctionné, cette proposition. Il faudrait quand même qu'on remette ça, parce que c'est un apport qui est très intéressant pour nous. Donc, le voyage du président en France, c'est également les résultats du fait que le dialogue national a été une grande réussite, et des retombées au niveau international iront. Et j'espère que nous aurons suffisamment de fonds pour lutter contre le paludisme, comme le sida et contre la tuberculose, parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont dans de très mauvaises situations. Il y a nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui souffrent dans toute la région de Douala, qui se retrouvent à Souza, jusqu'ici à Mandamba, qui vivent dans des conditions très difficiles. Et comme il va y avoir la reconstitution et un peu d'argent, on espère en tout état de cause que tout là va s'estomper. Moi, je serai très content lorsque ça ira mieux, d'aller me retrouver à Bouya et à Limbé, à la plage, pour voir mes frères et manger le bon poisson. Adam Beach. Et Joseph-Marie Elondo, sur cette visite, sont les retombées du grand dialogue national. Oui, il y a apaisement aussi de ce côté-là. Je voudrais dire ici que quand un chef d'État se déplace, prenez le cas du chef d'État américain, il y a Air Force One et Air Force Two. Un chef d'État se déplace pour aller chercher des choses à ramener dans son pays. Le président de la République du Cameroun, qui a 86 ans, a passé tout son magistère à voyager et a signé des accords de coopération à travers le monde. Il a diversifié une diplomatie de l'économie qui n'est malheureusement pas suivie par le corps économique et les acteurs économiques, les opérateurs économiques nationaux. Donc, la première chose, j'entends dire, il se promène pour rien, qu'est-ce qu'il va chercher dans le monde? Il est important que les gens sachent qu'un chef d'État a une mission diplomatique. Dans nos États, c'est le patron de la diplomatie. Les présidents français signent des accords pour avoir des avions, signent des accords suivis par les hommes d'affaires français, Dassault et autres. Je veux qu'on reste dans le contexte. Il y a eu des menaces, on a dit que la base l'attendait, on a vu c'est ça le problème. Je suis dans le sujet. Est-ce que les jours du président ne seront pas perturbés à Lyon? C'est ça ma question. Ça, j'ai entendu dire que la base l'attend de pied ferme. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'appelle la base. Oui. Parce que j'explique pourquoi un chef d'État se promène dans le monde. Ce n'est pas des balades de santé. Donc, sur la base, qui, ma foi, je pense, c'est des gens qui n'ont pas compris leur propre mission pour leur pays. Je me suis informé auprès de certains jeunes qui sont de la diaspora. Ils m'ont dit qu'ils ne comprennent pas
comment un gars sérieux peut vivre en Europe à faire des marches quotidiennes? De quoi vivent-ils? C'est la question qui se pose. Ils vivent de quoi? Parce que dans ces pays, il n'y a pas de monde. C'est vraiment dur. Vous sortez le matin, vous allez bosser. Si vous faites 2 jours sans travail, on vous vire. Vous avez une famille, vous avez des factures à payer, vous avez une vie structurée de sorte que vous ne pouvez pas vous permettre des évasions de ce genre. Donc il y a des équipes de gars qui se sont déplacés par des moyens plus ou moins légaux. Et vous savez très bien que lorsqu'on a détruit une ambassade, c'est parce qu'on n'en connaît pas l'importance. Lorsqu'on est entré en France ou en Europe, pas à pied ou en voiture ou à vélo, on ne sait pas à quoi sert une ambassade. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond à faire au niveau de l'État du Cameroun. Il faut s'arranger pour entrer en contact avec ces jeunes Camerounais qui sont perdus dans ce monde où on pense que la démocratie c'est faire du bruit, la démocratie c'est casser. Vous connaissez mon avis là-dessus. Les jeunes se sont jetés sur moi parce qu'ils leur ont dit, mais on vous paye combien pour détruire toutes les capitales africaines et partout? Vous arrivez en France, vous cassez, vous déchirez vos habits, vous roulez par terre. Quelle est l'image que vous voulez? Quel est même l'objectif de cette affaire? Mais je pense que nous avons une responsabilité. Nous, en tant que citoyens camerounais, en tant que gouvernement, en tant que société civile, c'est de récupérer ces gens. Et je pense qu'il faut les remettre en confiance. Et c'est pour cela bien que la question de la double nationalité, je pense qu'il faut donner la double nationalité à la diaspora. Parce qu'il faut les calmer. Si nous rentrons dans la phase de l'apaisement général, il faut qu'on apporte à chacun une réponse à sa demande. Ils vous disent, et j'ai rencontré un jeune homme qui travaille à Genève, qui travaille aux Nations Unies, qui m'a dit, grand frère, le jour où le président donne la double nationalité, la moitié de la base va disparaître. Et les jeunes qui sont là-bas demandent à être pris en compte. Ils ne peuvent donc pas être des adversaires. Il ne faut pas qu'ils soient des adversaires. Et je vous dis, il y a un ministre de la communication de mes amis à qui j'avais dit, un gouvernement n'a pas comme adversaire ses citoyens. Lorsqu'un citoyen se plaint, il faut écouter ça. C'est ça qu'on appelle gouverner. Il ne s'agit pas... Vous êtes plus fort a priori. Vous avez tous les moyens d'État, vous avez tout l'argent, vous avez les positions, vous avez l'argent. Vous voyez des pauvres jeunes gens qui se sont battus et sont arrivés dans ces pays. Ils attendent. Il y a des pays dans le monde qui ont identifié la diaspora, qui connaissent les diasporas nominalement. On m'a parlé d'un pays comme la Tunisie, où lorsque vous sortez, on sait qui vous êtes, où vous êtes. Est-ce que le Cameroun est capable aujourd'hui de dresser un état des lieux de son personnel dans le monde? Tous ces gars-là qui ont fait de hautes études de mathématiques, de physique, des ingénieurs de tout genre, de toutes sortes de sciences, qui constituent effectivement le savoir camerounais à l'étranger. Il faudrait peut-être se reconnecter à eux. Et ce serait, à mon avis, un élément particulièrement important pour redonner la tranquillité à chacun. Le Maroc a été développé par sa diaspora en grande partie. Le Mali le fait, le Sénégal, et c'est important. Et le Cameroun a une diaspora extrêmement puissante qui peut également permettre au pays qui est en un manque cruel de devises de commencer à rééquilibrer sa balance de paiement. Ok, Maître Sikati, depuis le 3 octobre dernier, la libération, l'arrêt de poursuite pour 333 personnes détenues dans le cadre de la crise anglophone. Le lendemain, c'était les 102 du MRC et les Alliés qui bénéficiaient de cette décision de président, l'arrêt des poursuites. Est-ce que tout ceci, cette amorce d'apaisement peut contribuer à permettre à Paul Biya de dormir tranquillement à Lyon? Mais déjà, je suis quand même un peu surpris d'écouter certains compatriotes sur ce plateau traiter la diaspora avec autant de mépris. Il me semble quelle que soit la diaspora dont il est question, moi je suis surpris d'entendre certains termes qui sont utilisés sur ce plateau. Et je trouve que ce n'est pas responsable, parce qu'en même temps, on ne peut pas être en train de prôner l'apaisement, mais utiliser encore des termes qui sont de nature à susciter l'énervement et la contestation. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes se mettent dans une posture, et c'est pourquoi j'ai parlé de l'esbrouf,
de l'hypocrisie, de la tromperie. C'est-à-dire dire des choses alors qu'au fond de vous, vous ne pensez pas. Moi, ça fait pratiquement 1 an que je vois tous les jours à la télé les gilets jaunes en France manifester. Et on en a vu certains qui sont d'ailleurs très violents. Je ne suis pas en train de dire que la violence doit être légitime, mais c'est une façon d'expliquer que la manifestation publique, à certains égards violents, ne peut pas être l'apanage des membres de la diaspora camerounaise. Ça fait 6 mois qu'à Hong Kong, on voit bien qu'il y a des manifestants qui sont en train de contester l'avènement d'un projet de loi qui est très favorable à la Chine. Donc, s'exprimer aujourd'hui, même souvent de façon un peu violente, voilà, peut être une façon d'exprimer un ressentiment, d'exprimer un mécontentement. D'ailleurs, il y a des décisions qui ont été rendues par la justice française contre certains gilets jaunes qui étaient poursuivis pour destruction, où la justice française considère qu'il n'y a pas de destruction à partir du moment où le gilet jaune, en cassant quelque chose, n'était pas dans la posture morale de celui qui veut casser. Donc, il y a déjà, vous comprenez qu'en France, je vous en prie, laissez-moi finir s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous voyez que dans des pays à la démocratie avancée comme la France, aujourd'hui, l'on est même déjà en train de concevoir, voilà, des casses à caractère politique qui ne sont pas pénalisables et des casses à caractère, je dirais, banal, voilà, qui peuvent être punis par la loi. Donc, il faut souvent, toute proportion garder, regarder certains faits et se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les gens agissent d'une certaine façon. Parce que si vous dites quelle est cette diaspora qui est capable de casser les ambassades? En même temps, bon, c'est pas recommandable de casser les ambassades. Mais moi, la question que je voudrais me poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Si c'est pour eux une façon d'exprimer une souffrance, un mal-être, le rejet dont ils ressentent de la part des dirigeants de leur pays, mais qu'est-ce qui est plus légitime? Est-ce que c'est compréhensible pour quelqu'un de casser un bien qui appartient à son pays parce qu'il veut exprimer le fait que son pays l'a rejeté? Les passeports... laissez-moi finir, s'il vous plaît. Maître Pensy, laissez-moi finir. Pas populiste. Non, donc je suis en train de dire, c'est un peu comme si... Il faut que moi, je voyage souvent comme vous, Maître Pensy. Je peux vous assurer que lorsque vous regardez les communautés africaines, le Cameroun est l'une des communautés qui a une diaspora patriote qui pense à revenir ici au Cameroun pour investir. Et ils se plaignent de ce que quand ils rentrent ici, dans notre pays, ils se retrouvent face à un certain nombre d'obstacles qui les empêchent de donner à leur pays, de permettre à leur pays de profiter de ce qu'ils ont appris là-bas. Donc, moi c'est comme ça qu'il faudrait poser le problème. Donc, maintenant, quant à savoir si M. Biya sera en sécurité, s'il sera dans la quiétude pendant son nouveau séjour français à Lyon, bon, moi, je ne sais pas. Regarde ce qui vient de se moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, vous savez, on a très bien vu que certains activistes de la diaspora, ils ont fait des communications sur les réseaux sociaux où il donnait clairement l'impression de se désolidariser, voilà, du dialogue national au regard de la façon dont il a été conduit. Bon, à partir de ce moment, je pense que on n'a pas besoin d'être intelligent pour imaginer quel peut être l'état d'esprit, qu'est-ce qu'ils peuvent envisager. Mais maintenant, je dis, ils ne demandent pas mon avis, ils ne demandent pas l'avis du MRC, parce que contrairement à ce que certains spécialistes de l'instrumentalisation du régime au pouvoir ont essayé de faire croire, les gens de la base ne demandent pas l'avis du MRC pour faire quoi que ce soit. Il se trouve tout simplement qu'ils ont profité d'une situation, un peu comme les ambassoniens ont profité de la grève des enseignants et des avocats, voilà, pour mettre au devant de la scène de leurs idéaux. Donc, je peux même vous assurer que si la posture qui est celle du MRC aujourd'hui, c'est-à-dire cette posture républicaine qui consiste à revendiquer légitimement des avancées normaux pour notre pays, un changement, réclamer une véritable alternance. Je dis encore, ces gars de la diaspora, quand moi j'écoute leurs revendications, au-delà des actes que vous leur portez, vous leur collez sur le dos, mais moi je me rends compte qu'ils sont dans la posture de ce que le roi Mbombo Djoya a dit. Est-ce que c'est mauvais? Ce qu'ils revendiquent, c'est quoi? Ils demandent l'alternance. Vous avez parlé de la double nationalité, c'est légitime. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a une diaspora aussi importante, mais qui ne reconnaît pas la double nationalité. Il y a des pays aujourd'hui qui sont même dans la plurinationalité. Oui. Voilà, donc je pense que nous ne devons plus rester dans le concept des propos attacatoires, de nature à inciter davantage à la haine vis-à-vis de l'autre. Voilà, si on a dit dans le régime, au sein du RDPC, qu'on est dans la logique de la construction, allons-y, faisons l'apaisement, même vis-à-vis de la diaspora, offrez à la diaspora des garanties
pour qu'il pense qu'effectivement ce qu'il demande de façon légitime est venu, et on verra que ça va changer. Théa Sebo, sur cette question, le président est à Lyon, 2 jours. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à voir ce qu'on a souvent vu à Genève? Alors, l'événement du Genève ne va pas se reproduire et ça ne se reproduira pas. Pour une ou deux raisons. La première raison, c'est que ces personnes qui grévaient, il y a plusieurs mois, réclamaient la libération de Maurice Kamto. Il est libre aujourd'hui. Certains parmi eux réclamaient la libération des prisonniers anglophones. La plupart de ces prisonniers sont libres et beaucoup d'autres seront libres. Et beaucoup d'entre eux aussi exprimaient le besoin de retourner au pays. Et je pense que cette question de double nationalité et puis cette question d'amnistie générale aura justement lieu. Et je pense même que si je regarde ou j'essaie de voir comment les choses se préparent, on risque d'avoir un ministre en charge de la diaspora au Cameroun aussi. Parce que c'est quand même, recommandations du dialogue, oui, c'est quand même important. C'est quand même important. Nous avons une diaspora qui est un peu importante, et il faudrait quand même tenir compte de cette masse de personnes qui se trouvent au-delà de nos frontières. Parce que parmi eux, il y a des ingénieurs, parmi eux, il y a des professeurs et puis des docteurs qui peuvent nous être utiles ici au Cameroun. Vous savez, nous nous plaignons au Cameroun parce qu'on a des problèmes de route, on a des problèmes des infrastructures sociaux et autres. Et l'une des choses qui nous manque n'est pas juste le financement, mais il nous manque aussi des ingénieurs. Et ces ingénieurs-là sont au-delà de nos frontières. Alors, je vais revenir un peu sur la crise anglophone et l'après-dialogue. Vous vous êtes posé la question de savoir le pourquoi, après avoir fait libérer jusqu'à 333 personnes, et avant cela, il y a eu d'autres. Pourquoi est-ce que la crise persiste et puis les villes mortes persistent? Et vous vous êtes posé la question de savoir le pourquoi la vie des chefs traditionnels des régions anglophones n'ont pas été prises en compte. Je tiens déjà à préciser que jusqu'à hier soir, les chefs traditionnels du Nord-Ouest étaient à la présidence pour une concertation. C'est pour vous dire qu'il y a une sincérité dans ce que le chef de l'État est en train de faire. Il y a une sincérité dans ce que le gouvernement camerounais est en train de faire. Mais je ne vais pas partager l'avis de Maître Pensy sur le fait qu'il a apprécié la gentillesse du Premier ministre camerounais jusqu'au point de dire comment est-ce qu'il a logé des gars anglophones dans des hôtels luxueux. Je pense que c'est pas bien. Alors, donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses sérieuses, mais il y a un travail de fond qui reste à faire parce que le 1er octobre s'est passé. Nous avons tous vu la démonstration des sécessionnistes, la démonstration de force qui était un message directement à nous envoyer. Qui dire donc après le grand dialogue, il faudrait que les élites politiques traditionnelles et puis administratives se mettent au travail, y compris nous tous ici sur le plateau, parce qu'il faudrait mettre en place une stratégie pour ne serait-ce que désarmer ces sécessionnistes-là. Merci. Thank you, Tetri, for coming. Yeah, merci, Maître Pensy. Mais je voulais quand même dire une seule chose, c'est que le Premier ministre a été très bien pour tout le monde. Mais la majorité des personnes qui étaient invitées au dialogue, c'était des majorités de personnes anglophones. Oui. Et je tiens à dire ici qu'ils ont été très bien reçus, ainsi que tous ceux qui étaient invités à Yaoundé. Et tout ce que nous souhaitons, nous, c'est que règne la paix, et que le président a fait un geste qui est salué par le monde entier. Voilà, merci. Merci, Maître Sikati, d'être venu. Merci, José-Marie Lundou. Merci, Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir et tout dit.